Notre appartement dans le centre-ville de Seattle n'était pas luxueux, mais il avait du caractère. Les parquets grinçaient à des endroits familiers, et le radiateur cliquetait les matins froids comme un vieil ami qui nous saluait. À travers les baies vitrées, on pouvait voir la Space Needle s'élever au-dessus du paysage urbain, sa plateforme d'observation captant la lumière de l'après-midi. Par temps clair, on pouvait même apercevoir au loin le mont Rainier, majestueux avec ses sommets enneigés. Nous avons emménagé ici il y a 18 mois, juste après que Daniel et moi nous soyons mariés lors d'une petite cérémonie à Kerry Park. Je m'appelle Sophie Bennett, bien qu'il m'arrive encore de répondre à mon nom de jeune fille, Hartley, lorsque d'anciens collègues m'appellent. Je suis professeure de piano et je dirige un petit studio depuis notre 2e chambre, que nous avons aménagé avec de la mousse insonorisante et un magnifique piano droit Yamaha. J'ai choisi cette profession car la musique a toujours été mon langage, ma façon de me connecter aux gens quand les mots me manquent. Faire des gammes avec mes élèves, corriger doucement la position de leurs doigts, les regarder découvrir des mélodies et voir leur visage s'illuminer de fierté, cette douce routine me comblait. Chaque semaine, j'enseigne à une quinzaine d'élèves, allant des enfants de 6 ans qui pianotent leurs premières notes aux adultes qui reprennent l'instrument après des décennies d'interruption. Mon mari, Daniel, est architecte pour un cabinet spécialisé dans les bâtiments durables. Il se déplace occasionnellement sur des chantiers dans le nord-ouest du Pacifique, s'absentant parfois 3 ou 4 jours d'affilée. Il est prévenant et patient. Nous nous sommes rencontrés à un concert de charité où je jouais. Et j'ai été attirée par sa façon d'écouter, de vraiment écouter, comme s'il pouvait entendre non seulement les notes, mais aussi les émotions qu'elles renfermaient. Au bout de 4 mois de relation, il m'a dit qu'il avait un fils. Sa femme était décédée dans un accident 2 ans plus tôt, et il élevait son fils seul depuis. Liam a 7 ans maintenant. C'est un garçon sérieux aux yeux verts, qui semble voir plus de choses qu'un enfant ne le devrait, et aux cheveux blonds cendrés qui ne restent jamais bien peignés, malgré tous nos efforts. Il a quelques taches de rousseur sur le nez qui ressortent davantage en été. La première fois que je l'ai rencontré, il m'observait depuis l'autre bout du salon de Daniel, les bras croisés, m'évaluant avec le scepticisme de quelqu'un qui a appris trop jeune que les gens finissent par partir. Daniel nous a présentés avec douceur, sa main posée de manière protectrice sur l'épaule de Liam. Je ne me suis pas agenouillée ni n'ai essayé de trop en faire. J'avais lu suffisamment de choses sur les enfants, ayant subi un traumatisme pour savoir que forcer le contact les pousse souvent à s'éloigner davantage. Je me suis contentée de sourire et de dire « Salut, Liam. Ton père m'a dit que tu aimais construire des choses. » Il a hoché lentement la tête, sans me quitter des yeux. « Avec des Legos. » « Moi aussi, je construisais des choses avant, » ai-je dit. J'avais un énorme château. Il m'a fallu des semaines pour le finir. Ses yeux se sont légèrement éclairés. Il y avait un pont-levis. Et c'est ainsi que notre relation a commencé, autour d'une conversation sur l'architecture médiévale et de minuscules briques en plastique. Je pensais que Liam et moi avions trouvé notre rythme. Il m'appelle Sophie, jamais maman, et je n'ai jamais insisté pour autre chose. Nous construisons des villes en Lego ensemble, et parfois, il s'assoit tranquillement pendant que je m'exerce au piano. Mais il y a toujours eu une distance prudente. Quand Daniel est à la maison, Liam gravite autour de son père comme une planète autour du soleil. Je suis plutôt comme une lune amicale, présente mais secondaire. Parfois, tard dans la nuit, j'entends Liam parler dans son sommeil. Pas des cris, juste des murmures de mots que je n'arrive pas à distinguer. Quand j'en ai parlé à Daniel, il m'a dit que c'était normal pour les enfants qui ont perdu un parent. Tout ce que je peux faire, c'est écouter à travers le mur et espérer que ce qui le hante s'estompera avec le temps. Récemment, Liam a commencé à avoir des comportements étranges que je n'arrivais pas à comprendre. La semaine dernière, nous rentrions de l'école à pied par un après-midi d'octobre typique. Le ciel avait été gris toute la journée, menaçant de pleuvoir mais se retenant. Puis, vers 15h30, une bruine a commencé à tomber. Juste un léger crachin de Seattle, le genre qui compte à peine comme de la pluie mais qui fait tout briller. Rien d'inhabituel pour notre ville. Liam s'est arrêté net sur le trottoir, fixant le ciel avec une expression de pure terreur qui semblait disproportionnée face à un peu d'humidité. Tout son corps s'est raidi.
Liam ? Ai-je touché doucement son épaule. Il s'est dérobé à mon contact comme si je l'avais brûlé. « Je n'aime pas ça », a-t-il murmuré, sa voix faible et tendue. « La pluie ?» Il a hoché la tête, serrant si fort les bretelles de son sac à dos que ses jointures sont devenues blanches, la circulation se coupant jusqu'à ce que le bout de ses doigts paraisse presque bleu. Sa respiration était devenue courte et rapide. « Viens, on va se dépêcher », ai-je dit en ouvrant mon parapluie compact, le bleu avec des nuages blancs que j'avais trouvés joyeux. Mais Liam ne bougeait pas. Il restait là, tremblant, les yeux maintenant fermés si fort que je pouvais voir des larmes se mêler à la pluie sur ses joues. Les gens nous croisaient sur le trottoir, jetant des regards inquiets. Une femme âgée s'est arrêtée pour demander si tout allait bien. « Il va bien. Juste. Tout va bien. » ai-je répondu, bien que ce ne soit clairement pas le cas. J'ai dû guider physiquement Liam, mon bras autour de ses épaules, sentant les tremblements parcourir son petit corps. Pendant tout le trajet jusqu'à la maison, 6 pâtés de maison qui semblaient en faire des kilomètres, il a gardé les yeux fermés, me faisant entièrement confiance pour le guider en toute sécurité pendant qu'il se cachait du ciel. Il y a 3 jours, notre téléphone fixe a commencé à sonner à des heures étranges. Nous ne l'utilisons presque plus. Honnêtement, j'avais suggéré à plusieurs reprises de résilier l'abonnement. Il était fourni avec l'appartement et nous l'avions gardé principalement pour le système de sécurité de l'immeuble et pour que les parents de mes élèves de piano âgés, ceux qui ne faisaient pas confiance au téléphone portable, puissent me joindre. La première fois qu'il a sonné, à 23h un lundi soir, Daniel et moi lisions au lit. Le son était strident, déchirant le silence de l'appartement. Daniel a répondu, se levant pour aller dans le salon. J'ai entendu sa voix depuis la chambre, d'abord inquiète, puis confuse. « Allô ? Allô ? Qui est à l'appareil ?» Puis un silence qui a semblé durer 1 minute entière. « Ça doit être un mauvais numéro ?» a-t-il dit en revenant, mais j'ai remarqué que sa mâchoire était crispée et il a vérifié la fenêtre avant de se recoucher. La nuit suivante, mardi, il a sonné de nouveau. 2h du matin cette fois, nous tirant tous les deux du sommeil. J'ai répondu, encore à moitié endormi, cherchant le téléphone à tâtons dans le noir. Une respiration lourde à l'autre bout du fil, délibérée et lente. Pas la respiration de quelqu'un qui se serait trompé de numéro. C'était intentionnel, fait pour déstabiliser. Puis un déclic, et la ligne est devenue silencieuse, ne laissant que ce bourdonnement vide. « Probablement un spam », a dit Daniel, mais quelque chose dans son regard semblait hanté, et il ne s'est pas rendormi. Je le sentais allongé à côté de moi, les yeux fixés sur le plafond. Mercredi soir, le téléphone n'a pas sonné, mais cette absence semblait pire, en quelque sorte, comme le calme avant la tempête. Hier, Liam est rentré de l'école et est allé directement dans sa chambre sans prendre son goûter habituel. J'ai frappé doucement. « Liam, tout va bien ?» Pas de réponse. J'ai ouvert la porte. Il était assis sur son lit, fixant la pluie qui coulait sur sa fenêtre. « Liam ?» Il s'est tourné vers moi, et ses yeux étaient remplis de quelque chose qui ressemblait à de la connaissance, pas de la peur. Une connaissance qui ne devrait pas appartenir à un enfant de 7 ans. « Sophie, » dit-il doucement, « est-ce que quelqu'un a appelé pour demander de mes nouvelles ?» Mon cœur a raté un battement. « Que veux-tu dire ?»« Juste, n'importe qui, demandant où je suis, ou si je vais bien. » Je me suis assise à côté de lui. « Non, mon chéri. Pourquoi ?» Liam s'est retourné vers la fenêtre. « Pour rien. » Mais il y avait une raison. Je pouvais le sentir. Daniel travaille sur un projet majeur, un nouvel immeuble de bureaux à Tacoma. Il y passe la nuit 2 fois par semaine depuis 1 mois. Hier soir, avant de partir pour une autre visite de chantier de 2 jours, je l'ai remarqué en train de vérifier 3 fois les serrures de la porte, puis les loquets des fenêtres, puis de nouveau le pen dormant. « Daniel ?» Il a sursauté. « Désolé. Je vérifie juste que tout est bien sécurisé. »
Tu ne t'es jamais autant soucié des serrures avant. » Il a forcé un sourire. « Il y a eu quelques cambriolages dans le quartier. Je suis juste prudent. » Il m'a embrassé sur le front. « Prends soin de Liam. Je serai de retour vendredi soir. » Il y avait quelque chose de désespéré dans sa façon de me serrer dans ses bras, comme s'il mémorisait cet instant. Mercredi après-midi. La journée d'école de Liam se termine à 15h15. Je travaillais avec une élève, une adolescente qui peinait sur du Chopin, quand mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. « Mignon, le garçon que vous avez. Sac à dos vert, imperméable jaune. » Mon sang s'est glacé. J'ai regardé mon élève. « Je suis désolée, nous devons nous arrêter plus tôt. Urgence familiale. » J'ai attrapé mon manteau et j'ai couru. L'école était à 6 pâtés de maison. Mon esprit a envisagé toutes les possibilités. Mauvais numéro, une farce. Mais les détails, le sac à dos vert, l'imperméable jaune, c'était exactement ce que Liam portait aujourd'hui. Je suis arrivée à l'école juste au moment où la cloche sonnait. Les enfants sortaient en masse du bâtiment. J'ai cherché frénétiquement du regard. Là, Liam émergeait avec ses camarades de classe, son sac à dos rebondissant, son imperméable brillant se détachant sur le gris de l'après-midi. Un flot de soulagement m'a envahi. Je me suis précipitée vers lui. « Sophie ?» Il avait l'air surpris. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je me suis dit que j'allais venir te chercher aujourd'hui. Surprise. J'ai essayé de paraître naturelle. J'ai pris sa main. Elle était froide. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil par-dessus mon épaule. Les rues étaient bondées du chaos habituel de la sortie des classes. Parents, nounous, enfants. Mais je n'arrivais pas à me défaire de l'impression que quelqu'un nous observait. Ce SMS. Qui l'avait envoyé ? Comment savait-il ce que Liam portait ? À la maison, j'ai verrouillé la porte et mis la chaîne. Liam s'est installé à la table de la cuisine avec un jus de fruits et des biscuits. J'ai essayé d'appeler Daniel sur son portable. Directement sur sa messagerie vocale. La réception était souvent mauvaise sur les chantiers. « Daniel, appelle-moi dès que tu as ce message. C'est important. » J'ai gardé une voix calme pour ne pas alarmer Liam. J'ai préparé le dîner. Des pâtes avec la sauce tomate que Liam aimait. Nous avons mangé en silence. Il jetait sans cesse des regards vers la fenêtre du salon qui donnait sur la rue 4 étages plus bas. « Liam, » dis-je prudemment, « est-ce que quelqu'un t'a embêté à l'école ? Des inconnus qui auraient essayé de te parler ?» Il a posé sa fourchette. Pendant un long moment, il n'a pas répondu. Puis, Madame Chen dit qu'on ne doit pas parler aux inconnus. C'est vrai, mais si quelqu'un essayait de te parler, tu me le dirais, n'est-ce pas ? Liam a hoché lentement la tête, mais ses yeux disaient qu'il gardait quelque chose pour lui. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'étais allongée dans mon lit, écoutant les bruits de la ville. Vers 1h du matin, le téléphone fixe a sonné. Je l'ai attrapé avant la 2e sonnerie. « Allô ?» Une respiration, lourde, délibérée. « Qui est à l'appareil ?» Encore la respiration. Puis une voix, basse et rauque. « Où est mon fils ?» Tout mon corps s'est raidi. « Vous vous êtes trompé de numéro. » Liam. Où est Liam ? J'ai raccroché brutalement le téléphone et l'ai immédiatement débranché du mur. Mes mains tremblaient. J'ai vérifié mon portable. Toujours pas de rappel de Daniel. Je me suis glissée jusqu'à la chambre de Liam et j'ai entrouvert la porte. Il dormait, enroulé autour de son dinosaure en peluche. En sécurité. Pour l'instant. Mais quelqu'un connaissait son nom. Quelqu'un appelait chez nous. Quelqu'un l'observait à l'école. Jeudi matin. La pluie martelait les fenêtres. Liam a refusé d'aller à l'école. « Je ne me sens pas bien », a-t-il dit, mais il n'avait ni fièvre, ni symptômes. Il restait juste assis sur le canapé, le regard dans le vide. J'ai appelé l'école pour dire qu'il était malade, puis j'ai réessayé d'appeler Daniel. Finalement, il a répondu. « Sophie ? Désolée, j'étais en réunion toute la matinée. »
Daniel, il faut qu'on parle. Quelqu'un a appelé à la maison. Et j'ai reçu un SMS hier décrivant ce que Liam portait à l'école. » Silence à l'autre bout du fil. « Daniel ? Je rentre à la maison. » Sa voix était tendue. Tout de suite. N'ouvre la porte à personne. Personne. Tu as compris ? Que se passe-t-il ? Daniel, tu me fais peur. Je t'expliquerai en arrivant. S'il te plaît, garde Liam à l'intérieur. Je serai là dans 2 heures. Il a raccroché. Ces 2 heures ont semblé durer des jours. Liam était assis sur le banc du piano, ne jouant pas, passant juste ses doigts silencieusement sur les touches. J'ai essayé de travailler, de me distraire. Mais je ne cessais de surveiller la porte, de surveiller les fenêtres. À midi, mon téléphone a vibré. Un autre SMS du même numéro inconnu. Il ressemble à sa mère. Ma vue s'est brouillée. J'ai attrapé Liam. « Viens, on va dans ta chambre. » « Pourquoi ? » ?»« S'il te plaît, viens. » Je l'ai emmené dans sa chambre et j'ai verrouillé la porte de l'intérieur. Nous nous sommes assis par terre, le dos contre le lit. Liam me regardait avec ses yeux trop savants. « Est-ce qu'il arrive ?» demanda-t-il doucement. « Qui ?» ?»« L'homme du téléphone. L'homme qui crie. » Tout s'est arrêté. « Liam, que sais-tu de l'homme au téléphone ?» Liam a serré ses genoux dans ses bras. Je me souviens de sa voix, d'avant, avant que maman ne parte. Il lui criait dessus, très fort. Et une fois il y avait de l'eau, et maman pleurait, et il tenait sa tête, et... Il s'est arrêté, des larmes coulant sur son visage. Je l'ai serré contre moi. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin d'en dire plus. Mais les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. La phobie de la pluie, la peur de l'eau, les cauchemars. Il ne s'agissait pas de la femme de Daniel morte dans un accident de voiture. C'était tout autre chose. 13 heures, des pas lourds dans le couloir devant l'appartement. J'ai retenu mon souffle. Un bruit de clé. La porte s'est ouverte. « Sophie ? Liam ?» La voix de Daniel, affolée. « Nous sommes là, » ai-je répondu. Nous sommes sortis de la chambre de Liam. Daniel avait l'air terrible, pâle et tremblant. Il nous a serrés tous les deux dans ses bras. Je suis désolée. Tellement, tellement désolée. Daniel, que se passe-t-il ? Il nous a fait asseoir sur le canapé. Liam est resté collé contre moi. Daniel s'est agenouillé devant nous, les mains tremblantes. Je n'ai pas été honnête avec toi. À propos de Claire, sur la façon dont elle était morte. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas un accident de voiture, n'est-ce pas ? Daniel a secoué la tête. Claire était mariée avant moi, à un homme nommé Vincent Chaud. Il semblait normal au début, charmant même. Mais après la naissance de Liam, Vincent a changé. Il est devenu contrôlant, jaloux, et puis violent. La voix de Daniel s'est brisée. Claire a essayé de le quitter plusieurs fois, mais Vincent la retrouvait toujours, la convainquait toujours de revenir, jusqu'à une nuit où Vincent a maintenu la tête de Claire sous l'eau dans leur baignoire. Liam avait 3 ans, il a vu la scène. J'ai eu le souffle coupé. Liam pleurait en silence. Daniel a poursuivi. Claire a survécu cette nuit-là. Les voisins ont appelé la police en entendant les cris. Vincent a été arrêté. Claire a obtenu une ordonnance restrictive et la garde exclusive. Elle a changé son nom, changé celui de Liam. Nous avons déménagé à Seattle pour tout recommencer. Je l'ai rencontré à l'école maternelle de Liam. Je concevais une extension pour le bâtiment. Nous sommes tombés amoureux. Je pensais vraiment que Vincent était sorti de nos vies. Il a été condamné à 5 ans. Mais ensuite, Daniel a fait une pause, essuyant ses yeux. Il y a 2 ans, Vincent a été libéré plus tôt pour bonne conduite. Claire venait de récupérer Liam à la maternelle. Il marchait vers la voiture.
Vincent attendait. Il a attrapé Claire. Il y a eu une lutte. Elle est tombée. Sa tête a heurté le trottoir. La voix de Daniel est tombée à un murmure. Elle est morte à l'hôpital 3 heures plus tard. Vincent s'est enfui. La police ne l'a jamais retrouvée. La pièce tournait. Alors quand tu m'as dit qu'elle était morte dans un accident, c'était un accident techniquement. Mais c'est Vincent qui l'a provoqué. Je n'ai pas menti pour me protéger. J'ai menti parce que j'étais terrifiée. Terrifiée que si Vincent savait où nous étions, il viendrait chercher Liam. Il avait toujours prétendu que Liam était son fils, que Claire avait monté Liam contre lui. La police disait qu'il était obsédé. Et maintenant, ma voix fonctionnait à peine. Maintenant, je crois qu'il nous a trouvés. Daniel a sorti son téléphone et m'a montré les SMS qu'il recevait. Je reçois ça depuis 2 semaines. Je pensais que je pouvais gérer la situation. Je pensais que je pourrais nous mettre en sécurité avant que... Le téléphone fixe, toujours débranché, a soudain émis un son strident là où je l'avais laissé sur le comptoir de la cuisine. Mon portable a sonné. Celui de Daniel a sonné. Les 3 appareils, simultanément. Les mains tremblantes, j'ai répondu à mon portable. « Ben ? Allô ?» Cette voix rauque de nouveau. J'observe mon garçon depuis des semaines. Il a tellement grandi. J'ai manqué tant de choses. Restez loin de nous. C'est mon fils. Le tribunal l'a donné à cette femme. Mais elle n'est plus là maintenant. Il devrait être avec moi. Son vrai père. Vous n'êtes pas son père, ai-je dit. Vous êtes un monstre qui a traumatisé un enfant. Je l'aimais. La voix s'est brisée d'émotion. Je l'aimais, et elle m'a enlevé mon fils. L'a monté contre moi. Mais je peux arranger ça. Je peux faire comprendre à Liam. Laisse-moi entrer. Laisse-moi voir mon garçon. J'appelle la police. Allez-y. Mais je suis déjà dans l'immeuble. La ligne est devenue silencieuse. Daniel et moi nous sommes regardés. L'entrée sécurisée, ai-je murmuré. Quelqu'un a dû le laisser entrer, ou il s'est faufilé derrière quelqu'un. Daniel composait déjà le 911. Oui, urgence. Il y a un intrus dans notre immeuble, un homme avec un passé violent. Il menace ma famille. Il a débité notre adresse. S'il vous plaît, dépêchez-vous. On a frappé à la porte, pas un coup normal. Un martèlement. Liam, ouvre la porte. C'est papa, ton vrai papa. Liam a crié et a enfoui son visage dans mon épaule. Daniel s'est positionné entre nous et la porte. Vincent, la police arrive. Partez maintenant et ils seront peut-être plus indulgents. Encore des coups. Tu as volé ma famille. Laisse-moi le voir. Le pêne dormant a tenu. La chaîne a tenu. Mais Vincent n'arrêtait pas. Les coups sont devenus des coups de pied. Je pouvais voir le cadre de la porte commencer à se fendre. J'ai attrapé Liam et j'ai couru dans sa chambre. Il y avait un escalier de secours devant sa fenêtre. Je n'avais jamais pensé que nous en aurions besoin. Mes mains ont tâtonné avec la vieille serrure. Elle était coincée. Derrière nous, j'ai entendu Daniel crier et Vincent lui répondre. Puis un fracas énorme lorsque la porte d'entrée a cédé. « Sophie, la salle de bain !» a crié Daniel. J'ai compris. J'ai tiré Liam dans la salle de bain et j'ai verrouillé la porte. C'était un petit espace sans fenêtre, mais il était solide. Nous nous sommes blottis dans la baignoire. Liam était en hyperventilation. « Respire avec moi », ai-je murmuré. Inspire et expire. Inspire et expire. À travers la porte, j'entendais le chaos. La voix de Vincent. Où est-il ? Où est mon garçon ? La voix de Daniel. Tu ne l'emmèneras pas. Le bruit de meubles qui se renversent. Puis, miraculeusement, des sirènes. Lointaines au début, puis plus proches, plus fortes. Vincent a dû les entendre aussi car il a hurlé. « Ce n'est pas fini, c'est mon fils, mon fils !» Des bruits de pas qui courent, d'autres cris. Puis, « Police, au sol, maintenant !» Tout l'appartement s'est rempli de bruit, d'ordre,
de crépitements de radio. Quelqu'un a frappé doucement à la porte de la salle de bain. « Madame, ici l'agent Reyes. Vous pouvez sortir en toute sécurité. » J'ai déverrouillé la porte lentement. 2 policiers se tenaient là, une femme et un homme. Dans le salon, je pouvais voir Vincent, face contre terre, les mains menottées dans le dos. Il sanglotait. « C'est mon garçon, c'est mon garçon. » Je voulais juste le voir. L'agent Reyes nous a guidés vers la chambre de Liam, loin de la scène. « Vous allez bien tous les deux ?» J'ai hoché la tête, bien que je tremble. Liam n'avait pas émis un son depuis son cri. Il fixait le vide. Daniel est apparu, le visage contusionné mais autrement indemne. « Vincent ? En garde à vue, » a dit le policier. Nous l'emmenons pour de multiples chefs d'accusation. Effraction, violation d'une ordonnance restrictive, harcèlement, agression. Daniel s'est affalé sur le lit de Liam. La policière s'est agenouillée à la hauteur de Liam. « Salut, champion. Je sais que c'était très effrayant. Mais tu es en sécurité maintenant. Cet homme ne peut plus te faire de mal, ni à ta famille. » Liam l'a enfin regardé. « Il est parti ? » ?»« Oui. Il s'en va pour très longtemps. » Liam s'est tourné vers moi. « Sophie, j'avais peur de te le dire, pour lui, pour mes souvenirs. Je pensais que si je disais quelque chose, ça le ferait revenir. » Comme par magie, je l'ai serré contre moi. « Oh mon cœur, rien de ce que tu as fait ne l'a amené ici. Rien de tout cela n'est de ta faute. Nous avons passé des heures au poste de police à faire nos dépositions. Un inspecteur nous a expliqué que Vincent nous harcelait depuis près d'1 mois. Il avait obtenu notre adresse par un détective privé. C'est lui qui envoyait les SMS, passait les appels, essayant de nous terroriser psychologiquement avant de passer à l'acte. « Pourquoi n'a-t-il pas simplement enlevé Liam à l'école ?» ai-je demandé. L'inspecteur a secoué la tête. Les gens comme Vincent ne pensent pas logiquement. Il voulait que Daniel souffre. Il voulait prouver qu'il pouvait vous atteindre quand il le voulait. C'est une question de contrôle. Daniel était assis, la tête entre les mains. J'aurais dû te le dire depuis le début. J'aurais dû te prévenir de ce à quoi nous avions affaire. Tu essayais de nous protéger, ai-je dit. Mais nous sommes une famille maintenant. Fini les secrets. L'inspecteur a ouvert un dossier. Vincent Chaud a un long casier. Violence conjugale, agression, violation de précédentes ordonnances restrictives. Avec cet incident, il risque un minimum de 15 à 20 ans. Et il a jeté un coup d'œil à Liam, qui dessinait avec une intervenante d'aide aux victimes dans la pièce voisine. Étant donné le traumatisme qu'il a causé, je doute que les commissions de libération conditionnelle soient clémentes. Nous avons quitté le poste vers minuit. La pluie avait cessé. Des étoiles perçaient à travers les nuages qui se dissipaient. Liam s'est endormi dans la voiture, épuisé. Daniel conduisait prudemment, une main sur le volant, l'autre tenant la mienne. « Je ne sais pas comment réparer ça, » dit-il doucement. « Nous trouverons une solution ensemble, » ai-je répondu. Tous les 3. Quand nous sommes rentrés, la porte de l'appartement avait été temporairement sécurisée par le service d'entretien de l'immeuble. Il nous faudrait une nouvelle porte, de nouvelles serrures. Tout serait à remplacer. Mais nous étions en vie. Nous étions ensemble. J'ai porté Liam jusqu'à son lit. Il a bougé un peu quand j'ai tiré la couverture sur lui. « Sophie ? Oui ? Tu vas quand même rester ? Même après tout ce qui s'est passé ? » Mon cœur s'est brisé. « Liam, je ne vais nulle part. Je te le promets. Même si je ne suis pas ton vrai fils ?» Je me suis assise sur le bord de son lit. La famille, ce n'est pas une question de vrai ou de pas vrai. C'est une question de qui est là, qui reste. Et moi, je reste. Il a tendu la main et a pris la mienne. D'accord. D'accord. 3 mois ont passé depuis cette nuit. L'été est arrivé à Seattle, apportant un soleil rare qui inonde notre nouvel appartement. Oui, nous avons déménagé.
Daniel nous a trouvé un logement dans un quartier plus calme avec une meilleure sécurité. Cet immeuble a des caméras, un portier et tous les dispositifs de sécurité modernes dont nous avons besoin. La chambre de Liam a des fenêtres qui donnent sur un petit parc. Parfois, je le regarde à la fenêtre, non plus craintif, mais observant le monde avec curiosité. Nous allons en thérapie familiale chaque semaine, tous les 3. Liam apprend à parler de son traumatisme, à traiter la peur qui a vécu en lui si longtemps. La dernière séance, il a dit quelque chose qui m'a fait pleurer. Avant, je pensais que si je parlais des mauvaises choses, elles redeviendraient un vrai. Mais ma thérapeute dit que parler d'elles les rend plus petites. C'est vrai ? Le docteur Martinez a souri. C'est tout à fait ça, Liam. Il n'a plus peur de la pluie. La semaine dernière, nous avons marché sous une averse soudaine, et au lieu de se figer, Liam a ri et sauté dans les flaques d'eau. C'était une si petite chose, mais cela ressemblait à un miracle. Daniel a changé aussi. Plus de secrets. Il me dit tout maintenant, même les petites inquiétudes qu'il gardait autrefois pour lui. « Je pensais te protéger en ne te disant pas les choses », a-t-il dit hier soir. Mais tout ce que j'ai fait, c'est empirer la situation. On apprend, ai-je dit. C'est tout ce qu'on peut faire. Vincent a été condamné à 18 ans de prison. Pendant le procès, la sœur de Claire a témoigné des violences que Claire avait subies. Liam n'a pas eu à témoigner. Le juge lui a épargné cela. Mais un psychologue pour enfants a présenté des preuves du traumatisme. Vincent a crié pendant le prononcé de la peine, prétendant être la victime, que tout le monde avait monté son fils contre lui. Le juge est resté impassible. « Monsieur Shaw, vous avez démontré un schéma de violence et d'obsession qui représente un danger manifeste pour cet enfant et sa famille. Je regrette seulement de ne pouvoir imposer une peine plus longue. Aujourd'hui, c'est samedi. » Liam m'a demandé hier s'il pouvait prendre des leçons de piano, se tenant dans l'embrasure de la porte de mon studio, pendant que j'enseignais à une adolescente. Il a attendu patiemment la fin du cours, puis s'est approché timidement. « Je t'entends jouer », a-t-il dit, les mains dans les poches. « Et je trouve que c'est joli. Peut-être que je pourrais apprendre aussi ?» Mon cœur s'est gonflé. La musique avait toujours été ma façon de me connecter au monde, et l'idée de partager cela avec Liam ressemblait à un cadeau. Alors maintenant, nous nous asseyons ensemble au piano chaque matin, mes mains guidant ses petites mains sur les touches d'ivoire. Il apprend. « Ah !» vous dirais-je, maman. Et il le joue avec une concentration intense, le bout de sa langue sortant légèrement comme le font les enfants quand ils sont concentrés. Chaque note est délibérée, prudente. Il compte à voix haute. 1, 2, 3. Et quand il fait une erreur, il ne s'énerve pas. Il recommence simplement, patient avec lui-même d'une manière qui me brise le cœur, car je sais à quel point il a dû apprendre cette patience. Daniel nous regarde depuis le canapé, faisant semblant de lire le journal, mais en réalité ne faisant que nous observer. Et je peux voir l'émotion dans ses yeux. Cette simple scène domestique, que tant de familles tiennent pour acquise, nous est précieuse, car nous savons avec quelle facilité nous aurions pu la perdre. Après la leçon, Liam se tourne vers moi. « Sophie, je peux te demander quelque chose ? Tout ce que tu veux. Est-ce que... je pourrais peut-être t'appeler maman ? Enfin, si ça ne te dérange pas. » J'essaie de ne pas pleurer, et j'échoue. J'adorerais ça. Parce que tu es comme une maman. Tu fais des choses de maman, et tu es restée même quand les choses sont devenues effrayantes. Les vraies mamans restent, n'est-ce pas ? Oui, parviens-je à dire. Les vraies mamans restent. Il me serre dans ses bras, et par-dessus son épaule, je vois Daniel essuyer aussi ses larmes. Nous nous promenons dans le parc cet après-midi, celui près de notre nouvel appartement avec l'étang aux canards et l'air de jeu. C'est une magnifique journée d'été, du genre que Seattle ne connaît que quelques semaines par an, et nous sommes déterminés à ne pas la gâcher. Liam court devant nous sur le sentier, ses baskets claquant contre le béton, poursuivant les pigeons et riant lorsqu'ils s'envolent en nuée. Le son de son rire est encore assez nouveau pour que je m'arrête et l'apprécie. Il y a 6 mois,
Je n'étais pas sûre que nous l'entendrions un jour rire ainsi. Daniel prend ma main, ses doigts s'entrelaçant avec les miens. « Je n'aurais jamais pensé que nous y arriverions, » dit-il doucement, en regardant notre fils, car c'est ce que Liam est maintenant, notre fils. Après tout ce qui s'est passé avec Vincent, après tout le traumatisme, après cette nuit où il a défoncé notre porte, je craignais que Liam ne se sente plus jamais en sécurité, que nous ayons brisé quelque chose en lui qui ne pourrait être réparé. « Il est plus fort que nous ne le pensions », dis-je en serrant la main de Daniel. Résilient. Et il nous a maintenant, nous tous, ensemble. « Grâce à toi, » dit Daniel. « Tu l'as cru quand il a dit qu'il avait peur. Tu l'as cru à propos de la voix. Si tu ne l'avais pas fait... » « Mais je l'ai fait, » l'interrompis-je doucement. « Et nous sommes là maintenant. C'est ce qui compte. » Liam revient en courant, essoufflé. « On peut avoir une glace ?»« Bien sûr, champion, » dit Daniel. Alors que nous marchons vers le glacier, je pense à la façon dont nous définissons la famille. Ce n'est pas le sang, ce n'est pas la génétique. C'est être présent quand les choses deviennent difficiles. C'est croire un enfant quand il dit qu'il a peur. C'est se choisir les uns les autres, jour après jour. Liam prend ma main d'un côté, celle de Daniel de l'autre. Nous sommes liés, tous les trois, par quelque chose de plus fort que la biologie. Nous sommes liés par le choix, par la survie, par un amour qui a grandi dans les moments les plus sombres. Et tandis que nous marchons sous le soleil, je réalise que parfois, la famille n'est pas quelque chose dans lequel on est. Parfois, c'est quelque chose que l'on construit, pièce par pièce, à travers les tempêtes et la peur, et enfin, à travers l'espoir. C'est notre famille, imparfaite, marquée, mais réelle. Et nous continuerons à marcher ensemble, vers tout ce qui nous attend.